Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Clairvoyance Investigation. Pour rappel, chaque épisode a pour but d'explorer un lieu chargé en histoire, avec un groupe de personnes ayant différentes approches de la spiritualité. Cette fois-ci, nous allons passer une nuit dans le célèbre château de Fougeray, en compagnie de Joël, la reliante, autrement dit médium, Frédéric, notre producteur et responsable logistique, et Marie, notre assistante technique. L'exploration est bien sûr captée par différents supports. Nous avons des caméscopes, des GoPro, divers enregistreurs audio, un drone et aussi des caméras infrarouges. Tout ceci afin de ne rien manquer et de vous permettre de vous immerger avec nous dans ce lieu. À travers ce documentaire, nous allons une fois de plus tenter de trouver la frontière entre le rationnel et l'inexplicable. Globalement qu'on prévoit au niveau matériel, au niveau, ça va de la charge des batteries à l'aide après sur le tournage, donc je serai plus de l'autre côté de la caméra. Compte tenu des activités que j'exerce par ailleurs, il m'a été demandé très précisément de mettre en place un peu plus des chartes de type éthique, parce que c'est vrai que sur Internet on voit un petit peu tout et n'importe quoi. Nous, le mode expérimentation, le mode ludique, c'est quelque chose auquel on tient et qu'on revendique. C'est ce qui est souhaité par Arthur, mais il a souhaité également qu'il y ait un cadre un petit peu plus formel, c'est-à-dire que j'ai veillé, je suis également assermenté dans le cadre de mon métier, j'ai veillé à ce qu'il y ait au niveau de l'éthique et de la pratique le cadre et les conditions qui puissent garantir un tournage exempt de toute arnaque. La dernière fois, on connaissait peu le lieu, on avait peu d'informations, on n'a pas passé beaucoup de temps. Là, cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir passer une nuit à Fougeray, tout seul. Je suis Joël, vous me connaissez peut-être mieux sous mon pseudo qui est celui de Clairvoyance. Il avait été établi que moi j'en saurais, mieux ce serait. Il a été convenu que Joël ne devait pas avoir connaissance du déroulement de la visite du château. Nous avons fait de nombreuses recherches sur l'histoire du château, sans en informer Joël. Ceci afin de confirmer ce que Joël sera amené à dire, ou pas. Alors au-delà de ça, mon rôle était plus dans l'accompagnement logistique, où on allait loger très concrètement, qu'est-ce qu'on allait manger, et des choses très pratiques, les harnais qu'on a pu enfiler les uns les autres, et l'équipement qui se trouvait dans ces harnais. C'était davantage axé sur ma capacité d'être assistante technique de l'équipe, parce qu'on était dans un domaine qui était quand même beaucoup plus gros, où il y a une grosse histoire et beaucoup d'informations à prendre. J'avais un peu peur, mais c'est une petite appréhension parce que je savais qu'on allait y passer un moment de la nuit, tandis que l'an dernier, on avait fait principalement 2 jours. J'ai l'impression vraiment d'être dans le château de la Belle au Bois dormant et surtout de rentrer dans un autre temps et dans d'autres temps. Je me retrouve face au château et il est très grand ce château, il est très beau ce château aussi. Je ne m'attendais pas à être aussi agréablement surprise en fait. J'ai adoré voir ce château. C'est difficile à décrire. Il y a vraiment, alors au niveau architectural, mais il y a quelque chose de beau. Et plus j'avançais, plus je faisais le tour de ce château, et plus je me disais, il doit être aussi magnifique de jour qu'il doit être terrible la nuit. Le château, en fait, nous, les premières archives qu'on a, c'est juste un toponyme. On a, vers les années 1304, on a Fougeray. En 1307, on a Elias de Fougerec, donc un seigneur EC à la fin, parce qu'on est limite Languedoc et Languedoil. En 1337, on a vraiment, là on sait que Fougeray a vraiment servi de base militaire. C'est vraiment au XVe siècle, dans les années, début des années 1400 et quelques, qu'on a vraiment des soldats, des chevaliers qui sont là, avec leurs familles. Donc après les premières familles au XVe siècle, on a en fait des noms. Là, on a Jean Frottier, le chevalier, etc. On a des noms.
Et là, ça va être la période des grands procès, puisqu'en fait, Fougeray va être terriblement convoité par énormément dans les co-héritiers. Ça va toujours être très convoité. Il y a eu beaucoup de problèmes, des crimes, des suicides, des violences, beaucoup de violences pour récupérer Fougeray. Et Geffroy récupère quand même Fougeray et un peu de terre. Il est quand même malheureusement déshérité de pas mal de choses. Pendant la Révolution, Fougeray a été épargné et la bourgeoisie a pris la place de toute cette noblesse d'épée, qui était vraiment de la noblesse qui avait réellement combattu. Ils ont mouillé leur chemise pour sauver Fougeray, etc. On a même eu des propriétaires de Fougeray qui ont défendu Charles VII à Paris lors de la révolte des Bourguignons, etc. Enfin, on a vraiment eu des choses importantes qui se sont passées ici. Ils faisaient des grandes fêtes. On a même une relation avec Gilles de la Tourette, puisqu'en fait, il est venu plusieurs fois à Fougeray, puisqu'il y a eu une dame de Fougeray qui a épousé Gilles de la Tourette après, enfin une descendante qui a épousé Gilles de la Tourette. Et on a ces fameux travaux énormes qui ont été réalisés sous le Second Empire, puisque la famille Robin-Médard, par exemple, qui est la famille de Félix, alors qui ont laissé une marque énorme donc ici. Eux, par contre, ils ont cassé l'image d'un Fougeray féodal pour en faire quelque chose de festif et surtout à la mode. Alors après, on arrive début 20e. Ils ont continué justement ce côté frasque, grand bal mondain, etc. Et après, Fougeray a été repris très 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 vite, régulièrement, comme ça, assez rapidement, jusqu'à nous, quelque part. Et donc voilà, c'est vrai que il y a toujours eu des convoitises par contre à Fougeray, toujours des problèmes de convoitises ici. Quand on passe l'allée d'arbres, je suis accueillie par une cacophonie d'aboiements joyeux d'une meute de chiens qui est là. Vous me direz, élémentaire, devant un château, une meute de chiens, moi je veux bien, effectivement, tiens, je te laisse. Sauf qu'écoutez, je vous prie de m'excuser, mais enfin, moi j'arrive là, je ne connais pas le château, je ne sais rien. Et Véronique, je pose la question d'ailleurs le lendemain au débriefing à Véronique, qui me dit que probablement il y avait une meute de chiens, bien évidemment, et qu'elle en veut pour preuve, c'est qu'il y a un bâtiment désaffecté à l'entrée de la propriété où, quand on rentre dedans, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de cages. Et ça, je ne pouvais pas le savoir, bien évidemment, puisque j'arrivais juste au château. J'ai aussi capté, quand Véronique est arrivée, qu'elle était accompagnée d'un chien blanc. Il y a un chien qui est là, enfin hier il est venu, oui. Et il est crème blanc. Et il est là, il est très attaché à ce lieu. Je ne sais pas de quelle époque il est. C'est un chien et j'ai pensé que c'était le... C'est ce que on se disait. Ouais. Ça me fait vraiment... Tout le monde s'est un petit peu séparé. Arthur est en train de tourner des plans avec Marie. Et moi, je me suis retrouvé dans le hall. J'ai entendu 3 coups au niveau du plafond. Je n'ai pas le moyen de vérifier ce que c'était. C'était consécutif, à mon avis, à mon sens, à ma question, pas à ma demande tout simplement initiale, c'est de ne pas me faire peur et de ne pas mettre en place un mode de communication avec moi du style, effectivement, déplacer tout. Je suis rentrée dans une pièce qui est à côté, c'est celle qui est à droite de la salle à manger. Au moment où je ressors de la pièce, j'entends un bruit d'un objet qui tombe. Je me retourne, je me rappelle très très bien, il y avait un éventail sur le coin du meuble, d'une commode. Il était bien à plat, en sécurité. Et cet éventail se retrouve par terre. Bon, je leur ai dit, écoutez, c'est bon là, on se calme, je vous ai demandé une autre façon de me parler. Et la seule chose que je me souviens avoir dite, c'est pour éviter d'interpréter de manière basique ce qu'on peut entendre ou percevoir. Maintenant, vous allez vous équiper tous.
vous mettez vos caméras, vous mettez vos GoPro et vous branchez vos enregistreurs. Alors déjà, on avait été un petit peu briefé, là pour le coup, pas sur le contenu, mais sur la manière d'y accéder. Donc c'est vrai qu'on a réfléchi à 2 fois avant d'y aller à plusieurs. On nous avait averti que ça glissait énormément au niveau des marches, etc. Donc on a décidé quand même d'y aller parce que passer à côté de ce lieu-là, ça semblait un petit peu... ça ne semblait pas approprié. On se sentait forcément déconnecté du reste du château dès le début. Maintenant, elle avait pour moi rien d'inquiétante. Je ne l'ai pas trouvée déstabilisante en fait, en soi, la crypte. Comme il y a un passage d'air, donc un genre en gros de canalisation de l'époque, qui passe dans tout le bâtiment, je me suis dit qu'il pouvait y avoir au niveau des bruits une répercussion des sons, effectivement, par cet endroit-là. Personne n'était là. Par contre, quand je suis effectivement dans la crypte, je sais qu'il y a un coffret avec des pièces d'or. Alors, j'en ai parlé à Véronique le lendemain. Bon, je sais qu'on est beaucoup plus haut que le niveau initial du château. Je sais qu'il y a des étages encore sous moi. Je sais qu'il y a des galeries. Je sais qu'il y a de l'eau et je sais qu'on y arrive en barque. Ça, c'est intéressant. Il passe 2 sources sous Fougeray qui jaillissent dans la falaise. Une source, je dirais, ordinaire qui se jette dans la Vienne et une autre qui est une source thaumaturge, puisque dans les livres d'histoire locales, on peut trouver des rituels qui se font depuis l'Antiquité pour la fécondation des femmes et les problèmes de maladies de peau au niveau de cette source. Elle est partie. Elle est sortie. D'accord ? Attends, je vais aller voir là-bas peut-être. Alors là, il y a une odeur, il y a un parfum là aussi. Est-ce que vous pourriez effectivement, peut-être pas nous donner votre adresse, on la connaît, mais nous faire un signe ? C'est rigolo, j'ai plutôt l'impression qu'ils viennent et puis que là qu'ils s'en vont. Je ressens là encore. Voilà. Non, c'est pas ça, tu le sens. C'est quoi ça ? C'est qui qui a fait ça ? Ah bah ça a carrément cassé. Ah, c'est elle alors, en le tombant ? Non ? Non, attends, c'est ça. Les talkie-walkies se sont déclenchés. Physiquement, ces gilets étaient neufs, l'accroche en plastique, d'autres talkies ont été accrochés à ces accroches. Ouais, il n'y a pas plus de raison que ça casse à ce moment-là. Je pense que tout le monde a sursauté. Mais très franchement, écoutez, je vous laisse à votre libre arbitre. Après cette exploration du rez-de-chaussée, on a pu se poser un petit peu, manger un peu. Moi, je suis allé faire des images à l'extérieur du château aussi. Juste tes impressions. Est-ce que tu es heureuse d'être ici ? Merveilleusement, alors comment elle dit merveilleusement horrible ou horriblement merveilleux? Je sais, non, c'est super. Allez, on y revient. Concernant l'exploration de nuit, je pense que j'avais un peu plus d'appréhension parce qu'il y a toute l'ambiance qui tourne autour de la nuit et le côté hanté du château qui est un peu plus, qui rappelle un peu plus les histoires. À partir du moment où on est tous ensemble, je me sens en sécurité. La nuit commence à tomber tranquillement et là on se prépare pour l'exploration de nuit. Je prie, voilà. Je prie comme une demande de grâce. Que la communication se fasse, parce que quand je vois tous les efforts et tout le matériel qui a été déplacé, les attentes de tout le monde,
et même de Véronique et son mari, j'ai peur de ne rien entendre et de ne rien voir. C'est toujours possible, ça peut arriver. Hein. Filmez-moi. Ok. 3, 2, 1. C'est bon. Moi j'avais ma caméra, Frédéric en avait une autre pour pouvoir couvrir vraiment tout ce qui se passait. Il avait en plus une GoPro et Marie avait une GoPro aussi. Juste avant de monter dans les étages, nous ajoutons une difficulté de taille à Joël. Nous lui bandons les yeux. De cette façon, impossible pour elle d'être influencée par ce qu'elle voit, impossible de savoir où elle se trouve, les chambres n'étant pas nommées par les membres de l'équipe au cours de l'exploration. J'ai pas vraiment de réaction pour l'instant. Pas vraiment de réaction. La réaction se fait en moi quand je sens qu'on commence à monter l'escalier, un escalier. Je dis pas l'escalier, je dis un escalier. Et là, j'ai le vertige. Je ne vois rien. Je glisse, je laisse glisser mes pieds, je laisse buter mes pieds sur chaque marche. Ça me rassure parce que je sais que là au moins je maîtrise ça. Je suis comme quand je suis en consultation ou quand je suis dans l'espace. Ce sont des micros qui vont permettre à ceux qui regarderont le reportage d'être au plus près des sensations que tu peux avoir en ce moment. Voilà. Il avait été convenu avec Joël qu'avant d'entrer dans chaque chambre, l'un d'entre nous devait frapper à la porte. Selon Joël, c'est une forme de respect pour les personnes qui y ont séjourné ou habité. Il y a la lumière dans cette chambre? Allumez la lumière, s'il vous plaît, pour me rassurer. Concernant la chambre numéro 1, les propriétaires nous ont indiqué de ne pas rentrer dans la chambre. Et pour cause, le plancher n'avait pas l'air très solide. Alors, c'est la chambre d'un homme, parce que c'est un homme qui est là. Il y a un écritoire, cet écritoire, me dit-il, d'accord? J'ai froid, je suis glacée. Alors, est-ce que dans cette chambre, il y a c'est quelque chose de ailé? C'est un... comment on appelle ça? C'est ailé? C'est ailé. Oui, attends, je maîtrise. Je maîtrise, attendez. C'est parce que ça m'attire. Alors je dois dire qu'effectivement, là, ça m'a pas perturbée parce que c'est l'ordinaire de ce que je vis. Mon corps tombe et en même temps, je m'entends dire que c'est ailé, je parle d'elle. Je sais que je peux maîtriser, je sais qu'il se passe quelque chose, je sais que c'est pas moi, mais c'est moi, donc je peux contrôler. Mais je laisse faire, j'accueille. Et au-delà de la panique, en fait, c'est qu'elle se met physiquement à trembler, mais alors d'une puissance. Je pense qu'on a tous été pris de panique. Si Joël, elle perd le contrôle sur sa situation, nous, je crois qu'il n'y a personne qui est capable en fait d'aller la récupérer. Est-ce qu'il y a quelque chose avec des ailes là? Alors, soit c'est sur le lit, c'est un élément du lit, ou soit c'est un élément du mobilier. C'est comme un animal avec des ailes. Je n'ai pas dit que c'était des oiseaux, c'est des éléments ailés. C'est un... Voilà, hein, d'accord? Suite à cela, nous avons recherché s'il n'y avait pas des édredons ou rien qui semble ailé ou qui fasse référence à une aile dans la chambre. Or, le lendemain, Véronique nous a raconté que le neveu de Félix était mort en 2017 en s'écrasant avec son avion. Et en fait, le neveu de Félix, qui était vraiment un très très beau jeune homme, était aviateur en 2017 et il s'est tué en avion. C'est impressionnant, ça, vraiment. Parce que cette histoire d'avion, je comprends mieux. Non, mais ce qui est incroyable en plus, tu vois, je me remets le film, c'est que j'ai acheté un biplan, que je me suis acheté plein de bouquins sur l'aviation, qu'avec mon fils, on ne sait pas pourquoi, pendant 1 an, on a pris des cours de pilotage. Et c'est marrant, j'étais fascinée par cette période. Et en fait, c'est marrant parce que Félix, un jour,
J'avais dit à Enguerrand, si on a des reconstitutions à faire, tu feras Félix. On avait un vrai lien comme ça qui s'était créé avec Félix et l'aviation. C'est bon, tu t'es réchauffé? Ah ouais, ça va là, je suis chaud, c'est une drôle de sensation. Hein. C'est quoi à gauche? C'est une chambre aussi? Alors attends, il y a des poupées? C'est des poupées qui sont là, je vois des poupées, il y a des poupées, je veux pas... Je vais rester, je suis sur le seuil ou je suis dedans? D'accord, alors je m'approche sur le seuil. Voilà, pour accéder à la chambre d'après, il fallait passer devant une poupée et elle était complètement centrée sur cette poupée et en fait, nous on était tous là, on voyait la poupée à côté, quoi, alors qu'elle a un masque sur les yeux. Mais ce qui est très fort, c'est que c'était la seule poupée qui était dans le couloir et elle était à cet endroit précis et elle avait très bien repéré où elle était. Je veux pas, je la veux pas. Elle n'avait pas une voix assurée, son ton il changeait en fonction de ses inquiétudes. C'est-à-dire qu'elle avait une voix plus petite fille, mais vraiment, ouais. On est sur le seuil là. Alors je vois une croix, c'est une tombe. C'est un deuil. Cette chambre, c'est un deuil, c'est une tombe, c'est une femme. Joël a vu juste. Dans cette chambre se trouve un coffre mortuaire sur lequel est inscrit une croix. Ce coffre mortuaire contenant divers vêtements avait appartenu à une jeune femme. La propriétaire nous a bien dit de ne pas l'ouvrir, car lorsqu'on l'ouvre, il en sort une odeur de putréfaction. Est-ce qu'on peut rentrer ? Elle est douce. Elle est très très douce cette femme. Ça y est, je me détends. Pour moi, à ce moment-là, elle a peur, mais elle commence à se faire à sa peur. Enfin, c'est comme si elle commençait à rentrer dans le jeu. Elle savait que ça allait être comme ça tout du long, en fait. À partir du moment où elle a commencé à se familiariser avec les objets qui s'y trouvaient, à nous les décrire très précisément, eh bien, quelque part, c'est comme si elle s'était apaisée par rapport au lieu. En fait, elle arrivait à reformer cet univers qu'elle ne voyait pas de ses yeux. Il y a un calme qui s'est instauré. Et à partir de là, je pense que l'investigation a changé. Est-ce qu'elle a les cheveux relevés dans un chignon ? Est-ce que vous la voyez sur une photo ? Joël, décrivant les divers objets qui se trouvent dans cette chambre, nous dépeint une jeune femme coquette. C'est effectivement la chambre d'une femme qui se prénommait Marie. Alors, est-ce qu'il y a du bleu ? C'est bleu. Alors, c'est pas un doudou, mais c'est un petit truc, c'est pas une peluche, c'est un petit truc en chiffon ou... Alors, est-ce qu'il y a une de ces robes ? Tu l'as ? Robe bleue chiffon. Et elle insiste, elle est très insistante pour me montrer ça, et je crois que je le redis à plusieurs reprises. Et effectivement, on me précise qu'effectivement, c'est bien une petite robe d'enfant ou de poupée, je ne sais pas, qui est là posée en décoration. Voilà. Si je m'écoutais, je dirais non, 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 j'entends non, non, non. J'entends nettement non, non, non. Alors ça me refroidit un petit peu parce que déjà que j'y vois rien, je suis confusée au maximum. Alors si en plus j'entends non, 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 je vois aussi une femme très, très belle d'ailleurs, avec une tenue moyenâgeuse dans les blancs crème. Et elle a quelque chose sur la tête, c'est un boudin, mais il n'est pas rond. Il est... c'est, je ne sais pas, la forme, bon, voilà, avec un voile. Et elle brode, mais elle me montre aussi avec insistance un enfant qui est son enfant. Elle a au moins un enfant d'intérêt. Et il s'avère que le lendemain, au débriefing, Véronique nous a appris que sur 1 minute au Moyen-Âge, elle a trouvé quelque chose d'intéressant et qui collerait assez à ça. C'est que, en fait, le propriétaire des lieux dans ce temps-là
au Moyen-Âge, avait eu une première femme qui ne lui avait pas donné d'enfant. Donc il l'avait répudiée et il avait épousé quelqu'un qui lui avait donné un héritier mâle et donc qui allait pouvoir continuer la lignée. Est-ce qu'à un moment donné, il a eu une chambre raide? Il me montre sa chambre raide, très précisément, et sa voiture, vieille voiture de collection de courses. Ah bah oui, oui bien sûr, on a eu un propriétaire, c'est ton pote, ouais. On a eu un propriétaire de la Seconde Guerre mondiale à 1963, qui avait une prothèse, une jambe de bois. Et sur la gauche, vous demandez et vous ouvrez la porte. Ah oui, allume. Nous découvrons une chambre remplie de poupées et autres jouets pour enfants. Cette chambre a en effet appartenu à une petite fille. Alors dans cette chambre, Joël ne veut pas y entrer également. Et quand on l'a fait pénétrer dedans, elle est vraiment pressée d'en partir. Oh, je suis pas bien là-dedans. C'est noir, c'est noir, c'est noir. Alors, j'ai presque vu tout à l'heure, c'est de l'eau, c'est comme si on était dans l'eau. Alors la chambre de la petite fille, en fait, c'est une chambre qui a été longtemps, alors vraiment complètement désertée, dans le sens où on avait vraiment un mal incroyable à la restaurer dès qu'on faisait quelque chose. On était enquiquinés, il y avait tout le temps des choses contre. Et un jour, j'y suis allée avec une médium et il s'est passé quelque chose de très étrange, c'est-à-dire qu'elle a fait le tour de la pièce et au fur et à mesure qu'elle marchait, quand elle levait ses pieds comme ça, derrière ses pas, il y avait de l'eau. Et ça, c'était vraiment très étonnant. Et on avait eu en message « La petite fille fait pourrir le bois ». Et c'est vrai qu'on a toujours été très embêtés avec le bois qui pourrit, l'humidité, l'eau, etc. Est-ce que ça suffit pour la caméra, s'il vous plaît? C'est comme s'il y avait un œil qui me regardait. C'est un œil qui me regarde, qui me fixe, qui est là. Donc, je ne suis pas très confortable. Je suis pas très confortable, mais je n'arrive pas à analyser. Alors cet œil qui la regarde, on se dit, oula, c'est quoi? Il y a quelque chose qui me regarde. Avec Arthur, on se regarde, c'est la seule pièce à ce moment qu'on avait équipée d'une caméra infrarouge. C'est vrai qu'on s'est dit que oui, effectivement, on avait installé une caméra infrarouge et ça avait l'apparence d'un œil qui surplombait toute la pièce. C'est noir, c'est pas... En tout cas, si vous me dites que je couche là, c'est non. Celle dans la droite, c'est des enfants. Parce que je vois des enfants jouer, c'est un jardin d'enfants. Est-ce qu'il y a un enfant qui est là, qui me tend la main? Je tends la main, alors très sincèrement, je le sens. Je sens sa main dans la mienne, il est là, c'est vrai. Ce que je vis, c'est vrai. C'est vrai de vrai d'ailleurs. Hein. C'était un joli moment avec cet enfant, très joli moment. Mais je suis triste dans cette pièce. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas heureux. Est-ce qu'il y a un espèce de gros fauteuil, mais gros fauteuil? C'est vraiment, il est gros ce fauteuil, hein. Tu vois, j'ai beau penser que je sais que c'est une chambre d'enfant, je le sais. Mais je ne serais pas étonnée que cette chambre n'ait pas été celle d'un enfant. C'est masculin, ou alors à moins que ça soit un garçon, parce que j'ai plutôt l'impression de cuir, de pierre à feu, de masculinité, Alors, l'actuelle salle de bain, en fait, c'était une chambre d'enfants, parce qu'en fait, on était dans une suite parentale. Il y avait la chambre des maîtres, la chambre des enfants et le bureau juste avant. On était vraiment dans une suite parentale. Alors, cette pièce, elle a été transformée en salle de bain dans les années 60.
avec des lavabos, etc. Assez kitsch maintenant, enfin, on trouvait plutôt dans les années fin 70. J'en sais pas plus, c'est-à-dire, voilà, je veux dire, je sais que c'est une chambre d'enfant, mais je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé précisément dans cette salle de bain. Je rajoute tout de suite immédiatement qu'avant d'être une chambre d'enfant, ça a été à mon sens une chambre d'homme parce que d'une part, il y a un homme et d'autre part, il y a beaucoup d'affaires d'hommes. Alors là aussi, est-ce que l'enfant qui était là est décédé là? Parce qu'il y a un corbillard qui arrive là. C'est quelque part... Alors, est-ce qu'il y a des tableaux de jardin? Parce que comme j'ai dit, c'est un jardin, je ne comprends pas. Ah, c'est pour ça alors que je vois un jardin. C'est ça. C'est pas la chambre qui est un jardin. Elle donne sur un jardin. Nous sommes OK avec cela. Qu'est-ce qui est rond? Alors, je sais bien, vous allez me dire, non, il n'y a pas un truc rond. Il y a plein de bassines rondes. Qu'est-ce qui est rond? Des bassines rondes. Bassines rondes par terre. Et par terre? Voilà, c'est bien, c'est ça. Là, je valide. Il y a un pot de chambre aussi, ça oui. C'est bien, c'est bon, je valide ça, ok? Mais je vais vous dire une chose, même si cette chambre est... alors, elle a un ciel qui est... alors, est-ce qu'elle a deux couleurs? Enfin, on est dans une salle de bain. Mais est-ce qu'il y a deux couleurs? Bon, voilà, il y a deux couleurs, d'accord? Après ça, on fait une pause en nouveau. Joël était fatigué et on est redescendu au rez-de-chaussée, manger un morceau et passer un petit moment tous ensemble. C'est important, j'ai besoin de me brancher, hein, comme vos iPhones. Moi, j'ai besoin de me rebrancher aussi. Hein. Donc, je mange, je bois du café, bien sûr. Je me recharge. Demande, je ne rentrerai pas pour l'instant, hein, parce que je ne sais pas, je n'ai pas eu de... Oula, il y a un enfant là. Il y avait un enfant, d'accord. Au deuxième étage, la première chambre que nous visitons est la chambre d'Alice. Cette jeune femme est morte jeune, des suites d'une maladie grave. Alors cette chambre-là, dès que la porte est ouverte et qu'on allume la lumière, à ma demande, il se passe une chose bizarre, c'est que devant moi, là comme ça, je vois des mains qui jouent au piano. Est-ce qu'il y a un instrument de musique, oui ou non? Est-ce qu'il y a un piano? Là, je vois ça comme ça. Ok? Alors vous me direz, tout le monde sait peut-être que Alice jouait du piano. Personnellement, je ne sais pas dans quelle chambre je suis, puisque je vous rappelle que j'ai les yeux bandés. Est-ce qu'il y a un chapeau de paille, un chapeau rond? Une fenêtre est là? Est-ce qu'il y a une statue de la Vierge quelque part? D'accord. Ok. Je dirais hélice, c'est quoi? Un truc, on dirait, c'est un petit cercle avec des pales. Alors c'est peut-être pas des pales, mais c'est une forme comme ça. C'est dingue parce que dans cette pièce, elle arrive carrément à situer où est la fenêtre, où est le meuble, le lit. Et elle a atteint un niveau là, de précision qui est assez bluffant. Il y a un écusson ici. Il y a un écusson. Alors soit elle faisait partie d'une famille où il y a un blason. Alice, elle est enterrée à Caux, hein, à côté du château. Il y a un blason de vicomtesse sur sa tombe, puisqu'en fait, le rêve de cette bourgeoisie capacitaire du 19e et début 20e, puisqu'en fait, Alice est décédée dans les années 20, mais son père était avocat. Hein, donc, il rêvait donc de marier sa fille avec un noble, et il a marié sa fille avec Arthur, vicomte de France, qui était en Lorraine, hein, qui faisait partie de la noblesse lorraine. Donc, sur sa tombe, on a un blason de vicomtesse et on a écrit, enfin, il est écrit Alice Robin, vicomtesse de France. Voilà. En fait, l'histoire est un peu ironique, je trouve, parce que toute la bourgeoisie, en fait, a toujours rêvé d'accéder à la noblesse. Ils ont critiqué la noblesse, mais la noblesse, c'était vraiment... Et juste au moment où la famille Robin arrive à marier leur fille avec un noble, et ben le mariage n'a duré que 4 mois, puisqu'en fait elle est décédée 4 mois en 1924, elle est décédée en novembre, et elle s'est mariée en juillet.
c'est fantastique, du coup elle nous plonge en fait physiquement à travers tous les objets qu'elle perçoit dans un univers. Là pour le coup c'est vraiment le monde des merveilles, quoi. On s'y croirait. Elle est calme, elle est sans bruit. Je pense qu'elle est sans bruit comme elle a vécu et comme elle est morte. Vous allez frapper, demander d'entrer et vous allez allumer, s'il vous plaît. Ok, vous pouvez faire ça? Est-ce qu'il y a c'est noir, enfin, il y a des choses noires qui sont dans cette chambre? Parce que j'ai comme l'impression que même les dessus de lampe, c'est noir et or. Alors, il y a des armes là. Je visualise une cape. On est toujours dans le noir, hein, la cape est noire. On y va. Oh putain. Alors ça c'est sûr, je sais même pas ce que c'est, mais alors là je veux pas y dormir, ça c'est sûr et certain. C'est tout con. Alors, je vais à la pêche. On est dans une chambre classique, nous sommes d'accord. Chose incongrue. Est-ce qu'il y a, oui ou non, quelque chose d'incongru dans cette chambre? Parce qu'il y a un objet qui ne devrait pas y être. Je n'ai pas peur, et pourtant je sais que quelque part je devrais avoir peur. Hein? Parce que quelque part, une fois que le couperet tombe, c'est fini. Hein? Mais je n'ai pas peur, parce que je suis quelque part peut-être moi justice aussi. D'accord? C'est une chambre qui me parlait visuellement, parce qu'il y avait de la symbolique. Il y avait une balance notamment. Un objet incongru dans cette pièce, et effectivement trouver une balance dans une chambre. L'un des propriétaires du château, qui avait hérité de Fougeray par alliance, a eu de nombreux soucis avec des créanciers. Lui, il prélevait beaucoup de taxes, il payait pas beaucoup les siennes, il était très près de ses sous, il passait beaucoup de temps à compter. Et il a eu un huissier aux fesses. Hein. Il été poursuivi par un huissier pendant pas mal de temps. Et l'huissier, visiblement, est venu une fois de trop puisqu'il se serait fait assassiner. Alors on ne sait pas, il paraît qu'il a pris un coup de hache dans le sternum. Ça, c'est les médiums qui m'ont dit ça. Et qu'il sera enterré à la cave. Alors ce qui est marrant, si on peut dire, c'est qu'à la cave, nous, quand on a commencé à déblayer, on est tombé sur des ossements. Alors, un bout de mâchoire et différents os que je ne saurais pas forcément situer d'ailleurs. Et on a appelé donc à l'époque, je me souviens, l'architecte des bâtiments de France, pas la gendarmerie, parce que je voyais bien que le squelette était vraiment très ancien. Par contre, c'était éparse, comme si la personne s'était faite découper. Ah ouais, je me suis sentie vraiment bien dans la chambre de l'huissier, mais je ne savais pas que c'était la chambre de l'huissier. Parce que j'aime la justice. Et du coup, on se regarde tous à ce moment-là, comment elle fait pour choper ça, quoi. Et elle rajoute que le couperet est tombé, quoi. Boum, et en fait, y a la hache qu'elle a sur la table à côté. Je sens du froid et là, c'est presque... Il y a Satan là-dedans. Attends. Attends, mais je vais pas avoir... Il va pas me faire peur. Demande à rentrer, s'il te plaît. Ok, je peux rentrer. Il y a des bougies. Qui c'est qui a frappé là? Moi, je me dis que devant cette chambre-là, je me dis qu'elle a une empreinte. C'est pas catholique. Donc, je vous laisse à votre libre arbitre. Allez-y, devant cette porte, et vous verrez bien. Et il y a des bougies, tu me confirmes bien qu'il n'y a pas seulement quelques bougies, il y a des bougies dans cette chambre. Alors peut-être que c'est symbolique, il y a quelque chose de symbolique, mais il y a quelque chose de malin là-dedans. C'est malin, cette chambre est maligne, elle est froide. Attends, je vais essayer de capter un truc là parce que elle est confuse. Cette chambre est confusante. Elle est pas, je veux dire, c'est pas, je veux dire, si tu me dis que cette chambre, il y a quelque chose d'angélique dans cette chambre, et il y a quelque chose de céleste ou de vierge ou virginal, je vais pas te croire. Mais quelque part, elle est confusante. J'aime pas cette chambre. Je dirais que c'est peut-être celle qui m'a posé le plus de grands moments de solitude. Parce que il y a trop de portraits, il y a trop de gens là-dedans. Je vois vraiment pas qui est qui et qui pourquoi et qui quand, quoi.
Je vois des mains de femmes. Ce sont des mains de femmes qui sont là, d'accord? J'ai l'impression que quand vous rentrez en premier et que vous allumez, tout va mieux. Est-ce qu'il y a un petit lit d'enfant? D'accord. Ok. J'essayais d'aider à trouver les indices en fonction de ce que Joël pouvait ressentir. Et dans cette chambre, il y avait beaucoup de choses. Voilà, il y a eu quelques chambres où en effet il y avait beaucoup d'éléments et celle-là en faisait partie. Pas de livre incongru, dans le sens des Indes ou un truc comme ça. Alors, je veux bien qu'elle soit tout à fait classique, cette chambre. Je pense, moi, qu'il y a quelque chose de colonial des Indes, ici. Hein, que c'est une chambre qui n'était pas tout à fait comme elle est maintenant. Il y a un mélange de siècles aussi et d'époques, parce qu'elle a des informations sur plusieurs époques en même temps, donc c'est assez confus, à la fois pour elle, mais du coup pour nous. Elle parle d'éléments coloniaux. Du coup, c'est intéressant parce que Marie a trouvé quelque chose d'intéressant là-dessus. Il y avait peu d'objets qui symbolisaient ça, donc je tourne vers ce qui était écrit en fait. Et donc là, je regarde les livres, j'ouvre, il y a une espèce de vieux journal. J'ouvre le journal et du coup, je tombe sur un article qui parle de la colonisation. Ok. On a un peu de documentation sur les pays arabes, Chine, tunisien, tout ça. Merci. Inde coloniale, moi je dis empire colonial, ça peut effectivement contenir les Indes, empire colonial, d'accord? T'as vu ce petit coffret en ivoire là? Ouais. Regarde. Ah oui. C'est pas très Inde ça? Oui. Hein? Ah oui, tu vois, il y a quelque chose de colonial d'Inde. Regarde. Il y a quand même des choses. Ici, dans ce château, ce que j'ai capté, il y a quelque chose de très important qui a été signé comme un acte ici. Je le voyais. Il y a quelque chose qui a été signé dans ce château. Alors c'est marrant que vous me parliez de ça, parce que on m'en a déjà parlé. Notamment, c'est marrant ça, le film qui avait été fait avec l'INRES, qui avait été comme le vôtre très sérieux. Très franchement, pour l'instant, je ne sais pas. On n'a pas de traces historiques. Non, j'ai pas de traces historiques. On monte plus loin, on me fait remonter plus loin, parce que la femme qui est là, c'est une femme du Moyen-Âge. Je ne suis pas dans ce temps-là. Je ne suis pas au moment où Véronique construit cette chambre-là. Elle n'existe pas comme ça. Elle est plutôt, effectivement, médiévale. Je dirais que c'est une femme, c'est un nom pas célèbre, mais connu. Vous me répondez non, non, non à ça. Vous ne voyez pas à quoi je peux faire référence. Et en fait, vous me dites au bout d'un moment que sur la table qui trône au milieu de cette chambre-là, il y a une statue. Et c'est la statue de Jeanne d'Arc. On a pu croiser un étendard notamment dans l'escalier principal. Cet étendard qui rappelle justement la royauté. Sur Jeanne d'Arc, finalement, je dirais qu'on sait ce que tout le monde sait, oui. Mais à partir du moment où on veut vraiment creuser, c'est très très difficile. Hein. Ici, il y a un vrai lien avec Jeanne d'Arc, mais qui est au 19e. Déjà, Jeanne d'Arc, elle a été canonisée au tout début du 20e, oui. En 1920. De fin 19e jusqu'à la moitié du 20e siècle, Jeanne d'Arc, ici, elle a été véritablement idolâtrée. Puisque la famille d'Alice, notamment le père d'Alice, Paul Robin, alors lui, il a été boulangiste, il a été Action française, et l'image de Jeanne d'Arc a été terriblement instrumentalisée à des fins patriotes. Hein, donc voilà. En 1917, alors que certains étaient dans les tranchées, Paul Robin, le père d'Alice, s'était fait arrêter à Paris lors d'une manifestation pro-monarchiste où justement il parlait de Jeanne d'Arc, etc. Je ne dis pas qu'elle y a séjourné, qu'elle y a passé les vacances, mais ça. Je dirais qu'avec une escouade, elle y est passée, elle y a peut-être passé une nuit, mais l'empreinte et cette mémoire, la mémoire des murs, est très impactée de ça. Ce que je vois, c'est que c'est blanc, il y a des bougies et c'est plutôt un lit de mort. C'est quelqu'un qui est décédé dedans. C'est, tu sais, les veillées, une veillée funéraire, d'accord ? Alors le chevalier, c'est Jean, il s'appelle Jean.
Alors en fait, au XVe siècle, la famille Frottier, qui s'y frotte si pique, et eux, ils ont vécu à Fougeray, ils ont vraiment vécu à Fougeray. Ils nous ont dit, en spiritisme, s'être battus toute leur vie pour défendre Fougeray, d'ailleurs. On l'a de temps en temps, le chevalier, c'est pas quelqu'un c'est pas la personne qu'on a le plus souvent. Par contre, c'est quelqu'un de combatif qui nous a dit, par contre, que de temps en temps, il voyait le château comme il était aujourd'hui, et que ça lui faisait beaucoup de peine parce qu'il est perdu, en fait. Il ne se repère plus du tout dans ce château complètement modernisé, style Second Empire. Non, c'est pas ça son élément. Elle est décédée. Il y a un truc de vigne. Il y a une feuille de vigne quelque part. Je t'avoue que je suis désespérée pour la dernière chambre parce que c'est un gros bulldozer. J'allais dire que c'est comme des lampadaires. Ah. Quoi? Regarde, la vigne. J'effleure une table et je me rends compte qu'un petit étui à lunettes est ouvert et il y a marqué la vigne. Il y a des balles ici. Viens voir les balles. Viens voir. Viens voir dans la caisse. En fait, sa pièce de vie, c'était même pas vraiment sa pièce de vie, nous on a fait la chambre du chevalier, mais c'était une salle de garde à l'époque. Il y avait une cheminée en pierre et pas en marbre, et il y a les 2 meurtrières. Mais il passait beaucoup de temps là. Alors par contre, j'allais vous dire, est-ce qu'il y a des... Vous savez, j'ai l'impression d'avoir 2 poteaux et puis ces globes qu'on avait, vous savez, qu'on mettait dans les rues la nuit pour éclairer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça ici? Et tu me confirmes bien qu'il y a 2 poteaux? Ce que Joël décrit comme étant 2 poteaux dans cette chambre est en réalité un vieux brancard appuyé contre un mur. Alors, je vais te dire, c'est un passage, ça. Je verrais bien des êtres de lumière avec des brancards partir par là. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est un passage lumineux à cet endroit-là. Si j'étais une âme qui ne sait pas quoi faire dans ce lieu, eh bien j'irai je passerai cette porte-là, d'accord? Ok. Ceci étant dit, bien évidemment, c'est une petite porte, mais Fougeray, à mon sens, est un lieu de passage. Alors, c'est un lieu de passage d'une façon physique, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent, mais c'est un lieu de passage aussi pour les âmes. Après l'exploration, donc il est déjà tard ou alors très tôt, ça dépend comment on voit les choses. Et puis en fait, il se trouve que moi je me lève vite derrière parce que je repars plutôt que le reste de l'équipe. Donc l'idée c'est d'aller se coucher pour récupérer un petit peu. Alors on va se coucher. Alors on se couche au rez-de-chaussée parce que bien évidemment, personnellement, je ne me vois pas en train de défaire les lits, mettre le bazar dans les chambres. J'ai parfaitement bien dormi, très lourdement dormi, très lourdement, platissimo. J'étais vannée. Je ne peux pas dire que j'ai ressenti des choses. C'est un lieu qui me parle, voilà. Par la beauté, j'adore les escaliers, j'adore plein de choses dans ce château. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'effectivement, en condition, avec des éléments qui l'a décroché totalement de la matérialité, Joël a pu percevoir de manière très précise beaucoup de choses. Le premier reportage était un peu sauvage au sens propre. On a un peu plus encore rationalisé nos modes d'investigation. Et pour moi, l'Irlande, l'Écosse, un château dans un lieu isolé, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais tenter. C'était vraiment époustouflant. Enfin, pour moi, c'était époustouflant parce qu'elle a fait une très belle performance. Elle a visé juste sur plein de points. Et encore, enfin, je ne sais pas si c'est elle qui a visé juste ou si c'était la communication qui a été très bonne. Et concernant mes ressentis à moi,
Je m'attendais à avoir un peu peur la nuit au château. J'ai eu peur la nuit au château et j'ai eu vraiment peur à plusieurs moments. Un peu confusant et effrayant la nuit, effectivement, quand on n'y voit pas, bien sûr. Mais finalement, après présentation faite, les gens qui l'habitent sont des gens très respectueux de nous et j'allais dire qui feront effectivement ce qu'on attend d'eux. Mais ils savaient que je n'attendais pas d'eux des choses extraordinaires, simplement qu'ils communiquent simplement avec moi et qu'on partage un moment d'intimité, un pur moment d'intimité pour certains, notamment avec Alice, ou certains personnages comme la chambre du comment on appelle ça, de l'huissier. Je sais maintenant que je n'ai plus à avoir peur et que surtout je peux aller plus loin dans l'exploration et dans la vivance de ce que je suis. Libre à vous d'interpréter ce que vous venez de voir. Une même vision ou un même son peut être perçu différemment d'une personne à une autre. Néanmoins, cette investigation s'est déroulée sur le contrôle d'une personne assermentée. Ce que nous affirmons est basé sur des faits, alors que ce que nous supposons est libre d'interprétation. En tout état de cause, cette série n'a aucun but dogmatique. À vous de vous faire votre propre avis et de le partager avec nous si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt pour une nouvelle investigation.